Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Au Bénin, le mouvement populaire de libération ne prendra pas part aux élections communales de mai 2020. Le recours déposé suite au rejet de son dossier de candidature par la Sénat n'a pas prospéré auprès de la Cour suprême. En Afrique du Sud, la lutte contre le coronavirus est un combat national. Les différents partis politiques représentés au Parlement ont mis de côté leurs querelles politiciennes pour faire face ensemble à la pandémie. Et puis le Nigeria contraint de lancer une nouvelle vague de privatisation pour maîtriser son budget. 19 entreprises publiques sont concernées. Les détails dans ce journal. Mais tout d'abord, le gouvernement guinéen persiste et signe. Le processus électoral suit son cours malgré la contestation du Front national de défense de la Constitution et malgré l'épidémie de coronavirus. 5 millions d'électeurs sont donc appelés aux urnes ce dimanche 22 mars pour un double scrutin, des élections législatives et un référendum constitutionnel qui cristallise les attentions depuis plusieurs mois. L'Organisation internationale de la francophonie et la CEDEAO se sont retirés du processus, l'institution sous-régionale qui conditionne l'envoi d'observateurs au caractère inclusif de ces scrutins. Au Bénin, 8 dossiers de candidature sur 9 ont été retenus par la Commission électorale autonome pour les élections communales de mai 2020. Le parti débouté est le mouvement populaire de libération de l'activiste Sabisira Korogone qui crie à l'injustice en vain puisque le recours déposé auprès de la Cour suprême n'a pas prospéré. Les détails dans ce reportage de Lefty Ounou, notre correspondant à Cotonou. Sur les 9 partis politiques ayant déposé leur dossier de candidature à la Commission électorale nationale autonome Sénat au Bénin le 11 mars 2020, seuls 8 ont reçu leur récépissé provisoire. Le parti d'opposition Mouvement populaire de libération MPL, présidé par l'activiste Sabisira Korogone, a vu son dossier rejeté par la Commission électorale nationale autonome dès le lendemain. La Sénat a déclaré que le parti a présenté une demande de candidature contraire aux dispositions du Code électoral. 3682 au lieu de 3630. Le Code électoral n'a pas dit de présenter plus de 3630 candidats titulaires comme suppléants. Il reste un siège à pourvoir alors que le Code dit expressément que tous les sièges doivent être pourvus. Après avoir saisi la Cour suprême juge du contentieux, le Mouvement populaire de libération MPL a été débouté le 18 mars 2020. Le MPL dénonce et accuse des mains invisibles. Ce n'est que la loi qui nous a guidés, nos pas. Et ce logiciel qu'on nous a opposé au sein de la Sénat n'a pas été prévu par la loi. On nous a abusivement écartés de ce scrutin. Il n'y a pas de raison qu'on nous empêche d'aller à ces élections-là. Mis sur les fonds baptismaux en décembre 2019, le parti d'opposition Mouvement populaire de libération MPL s'engage à mener des actions pacifiques en vue d'impulser l'alternance en 2021 et restaurer la démocratie et l'état de droit dans le pays. Pour rappel, le nouveau code électoral au Bénin exige 16 signatures d'élus députés et ou maires pour parrainer le duo présidentiel. Actuellement, seuls 2 partis de la mouvance présidentielle siègent au Parlement. Le gouvernement d'union nationale est entré en scène au Soudan du Sud, une investiture dans un contexte délicat marqué par la propagation du coronavirus. Pour l'heure, le pays semble relativement épargné, mais la menace se rapproche et pour ne pas avoir à subir, les autorités anticipent. Explication dans ce sujet de la rédaction. La transition est en place au Soudan du Sud. Les membres du gouvernement d'union nationale ont été officiellement investis dans un contexte marqué par la menace Covid-19. 2 d'entre eux manquaient d'ailleurs à l'appel, auto-isolés en raison d'une possible exposition au virus. Pas de poignée de main donc pour consacrer cette étape importante de la transition vers la paix. Sur le terrain, l'heure est à la sensibilisation et à la prévention, avec en première ligne le nouveau cabinet. C'est la première cérémonie où vous ne pouvez pas vous saluer. Where you cannot greet yourselves.
Mes ministres ont beaucoup voyagé ces derniers temps, donc la vigilance commence à votre niveau. Mais la vigilance ne s'arrête pas là. D'autres mesures ont été annoncées pour contenir une éventuelle épidémie. Toutes les conférences internationales prévues dans le pays sont reportées ou annulées. Au même titre que les grands rassemblements, les services religieux et autres activités connexes. Sur le plan sécuritaire, la majorité des armes se sont tues, mais la situation reste fragile. Monsieur le Président, nous sommes conscients que notre peuple a terriblement souffert au cours des 5 dernières années et nous sommes tenus de le servir cette fois-ci. Nous devons parvenir à la paix, à une paix permanente et ne pas retourner à nouveau en guerre. Plus jamais. Et pour atteindre cet objectif, il faudra mettre en œuvre les réformes acceptées par les différentes parties et surtout traiter un éventail de dossiers, la lutte contre l'impunité et la corruption, la construction d'une armée nationale ou encore la résolution des conflits territoriaux, le tout dans un climat marqué par une nouvelle menace sanitaire. Les 35 ministres nouvellement investis ont un agenda bien chargé. La vague de coronavirus continue de monter en Afrique du Sud. La nation arc-en-ciel totalise désormais plus de 200 cas confirmés. Un bilan inquiétant qui pousse les autorités à passer à la vitesse supérieure. Outre les mesures déjà annoncées, acteurs politiques et économiques travaillent à l'élaboration d'un plan d'urgence. Les détails dans ce sujet de la rédaction. Le coronavirus unifie les rangs en Afrique du Sud. À l'invitation du président Cyril Ramaphosa, les 14 partis politiques représentés au Parlement ont mis de côté leurs querelles politiciennes pour faire face main dans la main à l'épidémie de Covid-19, déclarée catastrophe nationale et dont l'impact sur une économie déjà en récession s'annonce désastreuse. Sur le terrain, un mécanisme intégré de gestion des catastrophes a été déclenché, tandis que les acteurs politiques et économiques travaillent à la conception d'un plan de relance. L'impact sur l'économie sera désastreux, alors le gouvernement est ouvert à toutes les propositions et nous sommes ravis de voir que nos leaders politiques sont disposés à prendre part au combat qui nous attend en formulant des propositions qui nous seront utiles. Alors que le Covid-19 met sous cloche l'Europe, l'Afrique du Sud, elle, continue le décompte des cas avérés sur son territoire. Ils sont à présent plus de 200, un bilan inquiétant qui a poussé les autorités à empiéter sur les libertés. Les établissements scolaires et de l'enseignement supérieur sont désormais fermés, les rassemblements religieux et sportifs interdits et les visites dans les prisons suspendues pendant 30 jours. À cela s'ajoute la fermeture des frontières terrestres et maritimes. D'autres propositions formulées par l'opposition sont à l'étude. Maintenant, il va falloir passer à une deuxième phase, qui est la phase opérationnelle en fonction de l'évolution de l'épidémie. Cette phase-là nécessite ce qu'on appelle le triangle de résiliation et de sécurité. Cette phase permet également d'avoir un plan de gestion de crise et de faire ce qu'on appelle un plan de continuité d'activité pour la société. Donc c'est cette deuxième phase qui va être le défi de l'Afrique du Sud dans les jours à venir. En cas d'échec de ces différentes initiatives, un état d'urgence pourrait être déclaré conformément à l'article 37 de la Constitution de la nation arc-en-ciel. Le Rwanda, lui aussi, est entré en guerre contre cette pandémie. Une vingtaine d'événements prévus en mars et avril ont été reportés. Les commerçants contraints de fermer leurs boutiques temporairement pour limiter les dommages économiques. Le gouvernement annonce, entre autres, l'assouplissement des modalités de remboursement des prêts bancaires. On fait le point tout de suite avec Amen Eddy. Flambée des prix sur les marchés, secteur touristique en berne, économie au ralenti, autant d'impacts découlant de l'apparition de la nouvelle épidémie Covid-19 qui sévit à travers le monde. Les autorités rwandaises, face à une telle situation, se retrouvent confrontées à une urgence de prise de mesures en vue de limiter les dégâts du coronavirus. Sachant que le coronavirus est une arme de guerre, c'est-à-dire de la Troisième Guerre mondiale, il faut le reconnaître, qui a déjà commencé, mais qui n'est rien d'autre qu'une guerre économique. Le Rwanda prend des mesures pour protéger son économie contre les désastres de cette guerre. Les facilités que le Rwanda
accorde à son économie à travers son système bancaire, peuvent-elles suffire à atténuer tant soit peu les désastres du coronavirus? Je ne dirais pas totalement oui, mais il faut dire que le Rwanda n'a pas inventé ces mesures. Ce sont des mesures que toutes les nations responsables prennent chaque fois qu'il s'annonce une grande crise financière et économique qui soit de nature à endommager l'activité intérieure. Pour les entreprises et particuliers, les modalités de remboursement des prêts bancaires connaîtront un assouplissement et un appui d'environ 50 millions d'euros sera destiné aux banques commerciales en besoin de liquidité financière. Lorsque l'économie est attaquée, c'est tout le bien-être de la nation qui est mis en péril, y compris les aspects sanitaires. Donc protéger l'économie contre cette pandémie, ça ne veut pas dire qu'on a sacrifié le secteur sanitaire. Au contraire, c'est une façon de préserver la vie des citoyens du pays en protégeant le fonctionnement de leur économie. Par ailleurs, plusieurs rencontres et événements ont été reportés ou annulés, une façon de réduire les risques de propagation du virus, même si sur le coup, le pays ressort avec une perte estimée à 7 millions d'euros. Et sachez que le président Kais Saied a annoncé ce vendredi un confinement général dès ce dimanche 22 mars et jusqu'au 4 avril prochain en Tunisie. Une mesure qui implique que désormais les citoyens ne sont autorisés à sortir qu'en cas d'extrême urgence. À noter également que Madagascar a enregistré ce vendredi les premiers cas à confirmer de Covid-19 sur son sol. Il s'agit de 3 femmes ayant toutes séjourné en France récemment. Parallèlement, la République démocratique du Congo signale un premier décès lié au Covid-19 à Kinshasa. Il s'agit de la 3e perte en vie humaine enregistrée en Afrique subsaharienne. La Mauritanie, de son côté, a institué un couvre-feu jusqu'à nouvel ordre. Dans le reste de l'actualité au Nigeria, le gouvernement envisage une série de privatisations. Objectif affiché, mobiliser jusqu'à 266 milliards de naira de revenus nets. Sont concernées une vingtaine d'entreprises publiques, parmi lesquelles la Bank of Agriculture et la Nigeria Reinsurance Company. Plus de précisions avec Siamlo Victoria Seji. Au Nigeria, le gouvernement projette de privatiser 19 entreprises en 2020. Selon le Bureau of Public Enterprise, l'administration en charge de superviser les entités parapubliques, l'opération permettra à l'État de mobiliser jusqu'à 266,7 milliards de naira, soit 725,5 millions de dollars de revenus nets. Ça rapporterait de l'argent, mais ça permettrait aussi à l'État de se désengager de ses capitaux. Et le Nigeria fait face à plusieurs chocs. Le premier choc, c'est vraiment un choc pétrolier avec le contexte de crise entre l'Arabie Saoudite et la Russie. Tout ce contexte pourrait expliquer l'anticipation du gouvernement à procéder à cette privatisation. Il ne faut pas non plus oublier que le Nigeria avait déjà commencé ce genre d'opération pour faire face à une explosion de déficit. Parmi les entreprises visées, la Bank of Agriculture, qui devrait ouvrir 40% de son capital à des associations de producteurs agricoles. 20% de parts reviendront à l'État, puis le reste à la Banque centrale nigériane. Pour la société publique de réassurance, un appel à l'épargne publique ou à la sollicitation d'une association des assureurs est prévu. Pourquoi le Nigeria a mis tout ce temps sans ouvrir ces différents capitaux? Une ouverture de capital pour les producteurs agricoles permettrait d'impliquer davantage les producteurs dans le financement du secteur. Pour le secteur de la réassurance, ça créerait forcément une synergie vers une industrie assurantielle assez robuste à l'échelle de l'État. Le mode opératoire de cette privatisation n'a pas encore été clairement présenté, mais la mesure de privatisation semble salutaire pour l'économie. Face à la crise du pétrole et sanitaire déclenchée par la pandémie du coronavirus, l'exécutif nigérian a annoncé une baisse de son budget de dépenses exercice 2020 de l'ordre de 20%. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.